Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Louise Laspard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir au micro une invitée pas tout à fait comme les autres. J'ai nommé Annie Genevard, ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de me rendre dans le bureau de la rue de Varennes pour conduire une telle interview, puisqu'il y a 4 ans maintenant déjà, c'était Julien de Normandie que je recevais au micro. Mais cette fois-ci, je ne suis pas montée seule à Paris. Pour construire l'interview, j'ai consulté les agriculteurs de mon entourage pour connaître les sujets qui les préoccupent vraiment. Grâce à leur retour, j'ai pu bâtir le fil rouge de cette discussion. Mais j'ai voulu aller plus loin dans la démarche. Je leur ai proposé de poser leurs questions directement à Madame la Ministre. Ils m'ont donc enregistré leurs vocaux que j'ai soumis en direct à Annie Genevard. Cette dernière s'est prêtée au jeu sans hésiter, et même j'ai l'impression avec plaisir, et sans avoir consulté les questions au préalable, je tiens à le préciser. J'en profite pour la remercier. Ce n'est donc pas un épisode à 2 voix que vous allez écouter, mais plutôt un épisode à plusieurs voix. Celle du terrain, des campagnes et des fermes. Un grand merci à tous les agriculteurs qui ont joué le jeu. Vous en reconnaîtrez certains que j'ai précédemment reçus sur le podcast. Pour cette interview, j'ai eu droit à plus d'une heure d'échange. Une heure d'échange avec une ministre, c'est à la fois beaucoup et à la fois très peu au vu de l'étendue des sujets agricoles du moment. La crise nationale que traverse le secteur, les tensions internationales, le renouvellement des générations, la place des femmes en agriculture ou encore l'enjeu majeur du changement climatique, vaste programme. Nous avons passé tous ces sujets en revue sans oublier son parcours personnel sur lequel Madame la ministre est habituellement plutôt discrète. C'était donc aussi l'occasion de découvrir le parcours de cette femme aux valeurs territoriales fortes puisqu'elle a fait ses premières classes politiques au cœur du Doubs, département agricole et montagneux. Bref, je vous laisse en compagnie de Madame la Ministre. Bonne écoute! Bonjour Madame la Ministre, Bonjour. merci beaucoup de m'accueillir dans vos bureaux. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Annie Genevard, je suis ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire depuis le 21 septembre 2024. Très bien. Avant qu'on commence l'entretien, j'ai choisi un petit format particulier pour venir vous voir parce que c'est une responsabilité de venir interviewer la ministre de l'Agriculture. Donc, je ne suis pas venue toute seule. Je suis venue avec dans le sac à dos les agriculteurs de mon entourage et de mon réseau. Voilà, d'une part, je les ai consultés avant pour savoir quels étaient les thèmes qui étaient importants pour eux. Donc, j'ai construit l'interview en fonction. Et ensuite, j'ai sélectionné des questions qu'ils avaient pour vous. Donc, ça viendra rythmer l'interview. Et je vous remercie de vous être prêté au jeu. Et puis, je remercie les agriculteurs, effectivement, d'avoir joué le jeu aussi de leur côté. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aurais aimé qu'on vous connaisse mieux personnellement. Est-ce que vous pouvez nous raconter quel a été le déclic pour vous de vous investir en agriculture ? Eh bien, moi, je vis dans le Haut-Doubs, une région agricole d'élevage de Montbéliarde et de production de comté, de Mont-d'Or et de Morbier. Et en 2012, lorsque je me présente aux élections législatives, vous savez, il faut toujours donner un sens à son engagement. Et à ce moment-là, j'ai fait campagne autour de l'idée que je voulais être la députée des agriculteurs. Parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose de fondamental dans le sens à donner à ce mandat législatif que j'essayais de conquérir. Et donc, pour cela, j'ai fait plusieurs choses. D'abord, j'ai choisi un suppléant agriculteur qui m'accompagne d'ailleurs toujours, qui maintenant est député de ma circonscription, puisque lorsque je suis devenue ministre, j'ai cessé d'être évidemment député. Il s'appelle Éric Liégeon, il est agriculteur, éleveur de Montbéliarde, et il est toujours agriculteur tout en étant député. Donc c'est lui qui m'a accompagnée dans cette campagne. Et puis ma circonscription a la particularité d'avoir beaucoup de petits villages, et dans chaque village, vous avez des exploitations agricoles. Donc toutes mes campagnes électorales, législatives, je les ai faites dans les cours de ferme, au contact des agriculteurs. Et une fois devenue députée, j'ai été constamment à leur côté pour porter leurs projets. Vous voyez, j'ai été l'auteur de l'acte 2 de la loi montagne. Une des activités économiques phares de la montagne, c'est l'agriculture. J'ai accompagné
l'examen des projets de loi agricoles. Je me suis battue pour qu'on reconnaisse les femmes dans les GAEC entre époux. Je me suis battue pour qu'on reconnaisse la transparence des GAEC, pour que dans la loi d'orientation agricole, il y ait des dispositions qui concernent les agriculteurs et les femmes en particulier. Cet engagement auprès des agriculteurs, c'est le fil rouge de mon engagement en politique. Est-ce qu'il y a un événement particulièrement marquant ou une rencontre avec des agriculteurs où vous vous êtes dit « Ah non, mais là, faut que je m'investisse là-dedans » ? Alors, j'ai plein de souvenirs, évidemment. J'ai le souvenir d'avoir participé à un vélage. J'ai d'innombrables souvenirs de comices agricoles, au point d'ailleurs qu'au bout du 50e, les agriculteurs m'ont remis une cloche, qui est un cadeau, un très beau cadeau pour un On m'a agriculteur. raconté cette anecdote. Donc, Annie, 50 comices. Au 50e comice, ils m'ont offert une cloche. Puis j'ai des souvenirs émouvants quand les agriculteurs sont venus me voir quasiment en larmes pour me dire voilà, nos cheptels, nos bêtes sont attaquées la nuit par le loup, on ne sait pas comment faire pour se défendre, où j'ai perçu leur immense émotion. J'ai des moments que j'ai partagés avec eux de grande fierté, quand on a pu faire reconnaître l'IGP saucisse de Morteau. La saucisse de Morteau, ce sont des éleveurs de porcs. Donc on est au cœur des problématiques agricoles. Et puis, enfin, 1001 souvenirs que j'ai partagés avec eux. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai avec eux une proximité vraiment d'affection. Non seulement l'affection, mais l'envie de se battre pour ce métier qui a un sens profond et une activité parmi les plus nobles qui soit, de nourrir la population. Comment s'est faite l'intégration ? Parce que je crois que vous êtes titulaire d'un CAPES en lettres classiques, donc autant dire que Alors, un petit peu éloigné de tout ça. Oui, mais vous savez, il y a rien qui soit incompatible. D'abord, le monde agricole, c'est un monde qui appelle un travail sérieux, un travail constant, un respect. Il ne faut pas y aller, faire un petit tour et puis s'en va. Il faut travailler avec eux sérieusement. Avant d'être députée, j'étais maire. Et comme maire, évidemment, je côtoyais les agriculteurs. Donc en réalité, depuis plus de 20 ans, je travaille auprès des agriculteurs. En réalité, l'acclimatation, elle s'est faite progressivement. Et puis, j'ai gagné leur confiance. Et aujourd'hui, je peux dire que comme ministre de l'Agriculture, c'est exactement la même chose que j'ai faite, les écouter, travailler sérieusement. Et je crois pouvoir dire qu'un lien de confiance s'est établi avec eux. Et racontez-nous votre nomination en tant que ministre de l'Agriculture. Comment vous la prenez ? Comment vous le vivez ? Est-ce que vous êtes contente ? Est-ce que vous dites « Oh là là, vu le contexte dans lequel j'arrive », puisque vous l'avez dit, c'était en septembre 2024, donc la crise agricole avait démarré en janvier et était loin d'être calmée. Comment ça se passe tout ça ? Alors, comment ça se passe ? Bon, je savais, puisque Michel Barnier m'avait informé naturellement de son souhait de me voir confier ce magnifique portefeuille. D'abord, c'est une joie immense. Parce que quand vous travaillez avec une profession pendant plus de 20 ans, accéder à la responsabilité ministérielle, c'est tout d'un coup être aux manettes, être en capacité de décider. Voilà, c'est la plus belle des responsabilités quand on travaille auprès d'une profession. Alors j'avais choisi d'écouter la nomination officielle sur le perron de l'Élysée, au milieu des agriculteurs. J'étais dans un comice ce jour-là. C'était un samedi, le samedi 21 septembre 2024. Et j'avais passé la journée avec eux sur le comice de Mout. Et donc, je leur ai dit, voilà, je veux être avec vous quand j'apprendrai officiellement ma nomination. On était dans une salle, on avait installé un téléviseur, on avait servi l'apéritif, et on attendait la nomination. Et donc, quand mon nom est sorti, ça a été évidemment des applaudissements, des prises de parole, et puis une forme de cette simplicité dans la relation que j'ai avec les agriculteurs. C'était simple, on était tous en tenue de comice, mais c'était chaleureux, c'était comme ça l'est toujours avec eux. Et je n'ai pas oublié ce que m'a dit l'un d'entre eux, président d'un syndicat d'agriculteurs, qui m'a dit « Annie, n'oubliez jamais que l'agriculture, ce ne sont pas des problèmes,
ce sont aussi des solutions. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et je l'ai souvent répété d'ailleurs, le propos de Florent. Qu'est-ce qui fera, selon vous, je vous souhaite de rester en poste le plus longtemps possible. Je me le souhaite aussi pour ne rien vous cacher, parce que j'aime tellement ce que je fais. Pourtant, c'est exigeant, parfois c'est dur, c'est beaucoup de responsabilités et de situations difficiles à gérer. Mais je suis profondément heureuse d'être ici pour servir les agriculteurs et pour penser l'agriculture. Parce que ce n'est pas seulement être au service des agriculteurs, mais c'est aussi pour amener à partager avec les agriculteurs une vision d'avenir pour l'agriculture. dont il y a grand besoin. Et alors, qu'est-ce qui fera à la fin de votre prise de poste que vous direz « Ok, là, j'ai réussi, j'ai fait ce que je voulais ». Alors, il y a pas mal d'enjeux. D'abord, c'est de les aider à passer les crises. Dieu sait qu'en 2024, quand j'arrive, c'est le sommet des crises. Il y a toutes les crises en même temps. Au point d'ailleurs qu'un ancien ministre de l'Agriculture m'envoie un message pour me féliciter et me dire « Tu es, de tous les ministres de l'Agriculture de la 5e, probablement un de ceux qui arrivent avec le plus de crises en même temps. » Bonne chance. Parce que des crises, il y en a toujours eu, et mes collègues, mes prédécesseurs en ont géré beaucoup. Mais là, elles arrivaient toutes en même temps. Crise climatique, accidents météorologiques, trop d'eau, pas assez d'eau, les attaques sanitaires contre les troupeaux, les attaques sanitaires contre les productions végétales, la perte de rendement. Donc il y avait tout en même temps. Et donc, quand je quitterai ce ministère, le plus tard possible, je serai contente si je peux me dire j'ai gagné et conservé la confiance des agriculteurs. Ils ont eu le sentiment d'avoir une ministre qui les a constamment épaulés, accompagnés, autant qu'elle le pouvait. Si j'arrive à améliorer la souveraineté alimentaire du pays, c'est-à-dire à faire qu'on puisse produire davantage pour nourrir les Français avec de bons produits de l'agriculture française, je pense que j'aurai le sentiment d'avoir rempli ma fonction. Et enfin, troisièmement, si j'arrive à réconcilier les Français avec l'agriculture française et les agriculteurs, avoir fait comprendre aux Français que nos agriculteurs sont précieux et qu'il faut les considérer et qu'il faut entendre leurs difficultés et qu'il faut les accompagner dans la résolution de ces problèmes, eh bien, je pense que j'aurai réussi, en tout cas en partie, mon mandat de ministre. Bon, vaste programme et rendez-vous alors au premier comité agricole après votre mandat pour voir comment vous êtes accueillis là-bas pour votre premier point. J'aimerais qu'on parle maintenant de la place des femmes en agriculture. Ça rejoint un peu votre parcours, puisque vous n'êtes que la 3e ministre de l'Agriculture. Dans un monde très masculin, oui. Où les remarques machistes, quelquefois, ne sont pas totalement absentes. Alors, c'est un monde où il faut s'imposer et il faut montrer que, oui, on peut être une femme et connaître le monde agricole et savoir de quoi on parle et parler de technique. Pourquoi c'est si long, selon vous, qu'il y ait plus de femmes aux commandes des instances agricoles, que ce soit ministère, interpro, syndicats? Je pense que le monde politique, il est quand même encore bien masculin et qu'il a du mal à reconnaître la légitimité des femmes. Et ce ministère, c'est pas un hasard quand vous regardez dans le salon de l'entrée, là où on était, les portraits, la galerie des portraits. Il n'y a que des hommes. Il n'y a que des hommes. Cherchez les femmes. Il n'y a que des hommes. Donc on a ça, vu Christine Lagarde et Gilles Cresson. Ça, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti. Les petites remarques, un peu malveillantes. Qu'est-ce qu'il connaît l'agriculture ? Oui, c'est une femme. Non, une femme, ça s'y connaît en agriculture. Et je peux vous dire que mes agriculteurs, quand je dis mes agriculteurs, ce sont ceux de chez moi, ils le savent bien. Ils savent bien que depuis longtemps, je vais au cœur des sujets. Mais venons-en à votre question sur les femmes agricultrices. Avant, si ça vous embête, j'ai le témoignage d'Apolline Martel à vous faire écouter pour introduire nos débats et comme ça nous mettra bien dans le vif du sujet, vous allez voir. Bonjour Madame la Ministre, Apolline Martel, 27 ans, je suis associée en GAEC avec mon papa et bientôt mon petit frère l'année prochaine. Nous avons des vaches laitières en agriculture biologique à Bain-sur-Oust, en Ille-et-Vilaine.
Moi, j'aurais une question. Je suis jeune maman de 2 enfants de 4 et 1 an. J'ai vécu 2 congés maternité en tant qu'agricultrice à titre principal et je suis, assez sidérée par le manque de reconnaissance que nous avons, nous les femmes agricultrices. Alors tout d'abord, bien sûr, toujours le même sujet, le remplacement, qui est extrêmement compliqué. J'ai eu, du mal, voire, l'impossibilité de me faire remplacer durant mes 2 grossesses, ce qui m'a fait tenir jusqu'au bout, à mon terme d'accouchement. Par chance, je suis, en GAEC, donc j'ai 2 salariés et j'ai mon papa. Mais une femme seule agricultrice, je pense même que c'est, inconcevable pour elle d'imaginer avoir des enfants. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce témoignage? Alors, ça évoque pour moi des choses très, très précises. D'abord, merci à Pauline pour ce témoignage. Dans la LOA, la loi d'orientation agricole, j'ai tenu à présenter des amendements qui ont été adoptés par mon prédécesseur Marc Fesneau, que je remercie, qui visent à mieux reconnaître les besoins des femmes. Parce que ce qu'Apolline explique, c'est un sujet sur lequel les femmes m'ont beaucoup interpellée. Bien sûr, il existe un service de remplacement en cas de maladie, en cas de grossesse, de maternité. Seulement, évidemment, il faut pouvoir trouver des remplaçants. Et ça pose la question de la ressource humaine. Moi, je connais bien le système du service de remplacement, qui est un excellent dispositif qui permet aux agriculteurs et aux agricultrices de s'engager, par exemple, dans des fonctions syndicales ou des fonctions associatives. Sinon, elles ne le pourraient pas. Mais il y a une singularité dans le service de remplacement, c'est le congé maternité. Donc, les femmes, les agricultrices ont droit au congé maternité. Simplement, il faut qu'elles trouvent des personnes pour les remplacer. Et ça, c'est un sacré problème. Mais on s'y attelle. Je travaille beaucoup. J'ai réuni, il y a peu, un panel de femmes parce que je veux travailler sur cette question spécifique des droits des agricultrices. Donc, j'ai demandé à chaque organisation professionnelle agricole, à chaque syndicat agricole, de déléguer une femme pour travailler avec moi, à mes côtés. J'ai demandé également à la MSA de participer à cette instance de travail. Et on a eu une première réunion, et il y en aura d'autres. Je veux, moi, avancer concrètement. Donc, il faut qu'on réfléchisse à cette façon de lever les freins pour les agricultrices, parce qu'elles jouent un rôle fondamental. Elles ont toujours joué un rôle fondamental. Dans l'histoire, elles ont été des guerrières. Lorsque les hommes ont dû partir à la guerre, qui a fait tourner l'agriculture française ? Ce sont les femmes. Et elles ont un courage extraordinaire. Avant qu'elles ne conquièrent un statut de conjointes collaboratrices, par exemple, elles sont aujourd'hui chefs d'exploitation, elles sont parfois salariées agricoles, elles sont responsables syndicales, elles sont responsables associatives, elles sont présidentes de chambre, et ça va continuer. Eh bien, elles n'avaient pas de visibilité, elles n'avaient pas de statut protecteur, elles travaillaient avec acharnement. Je me souviens d'une étude sociologique qui a été faite sur une partie du territoire du Doubs. Ça s'appelle Femmes de ferme. Ça a donné lieu à un spectacle de théâtre d'ailleurs. Les femmes ont été mais travailleuses comme on ne peut pas l'imaginer. Elles sont très reconnues par les hommes. Il ne faut pas croire qu'elles ne sont pas reconnues. Les hommes savent ce qu'ils leur doivent aux femmes agricultrices. Moi, je ne dis pas femmes d'agriculteurs, je dis agricultrices. Elles ont conquis leur pleine légitimité. Alors, je veux dire à Apolline, bravo, vous êtes en GAEC, vous êtes chef d'exploitation, vous combinez un travail avec des responsabilités familiales avec vos 2 enfants. Bravo, vous êtes courageuse et je vous promets que nous travaillons à améliorer cette question de la couverture des droits et la pleine satisfaction des droits des agricultrices, parce que il y a encore des situations difficiles, je le sais. Oui, c'est sûr que c'est des chefs d'entreprise à part entière, mais avec une autre législation que moi j'ai eu en congé maternité en gérant mon entreprise, mais je ne suis pas du tout confrontée au même sujet, aux mêmes difficultés qu'elle. Donc c'est vrai qu'il y a une profonde injustice, même vis-à-vis des autres professions et oui, là-dessus. Parce qu'elle a une exploitation d'élevage.
Les vaches, hein, Donc ça il faut traire. il faut s'en occuper tous les jours, hein. Maintenant, j'aimerais passer à la crise agricole nationale. On l'a dit, vous êtes arrivé au ministère dans un contexte de crise profonde et de colère. Et vous voyez, quand j'ai sondé un peu les agriculteurs, j'ai l'impression que maintenant, on est passé au-delà du stade de la colère. On est presque sur un sentiment d'abandon. Qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, je trouve, mais j'ai pas mis de vocaux, mais je vais vous les citer. J'ai Tanguy Bidot, qui est éleveur laitier en Normandie, qui me dit « Mais quand défendrons-nous les campagnes en expliquant qu'elles servent à produire ?» Nicolas Dumont, AOP Saint-Nectaire, « Avec la pression sanitaire qu'on nous met, ne va-t-on pas vers la fin des fromages au lait cru sans le dire ?» Apolline, qui a parlé du manque de reconnaissance des femmes. On m'a parlé aussi du manque de reconnaissance du bio, du pastoralisme. En fait, chacun sur ces sujets, quelle que soit la filière, il y a ce sentiment d'être laissé pour compte, d'être un peu abandonné, et puis d'injustice, de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Comment, selon vous, quels sont vraiment les nœuds du malaise et comment on en est arrivé là ? Alors, il y a, je pense, 2 niveaux d'explication au sentiment des éleveurs, enfin, et des producteurs. D'abord, dans ce que vous avez rapporté de leurs sentiments, l'un d'eux évoque quand est-ce qu'on va nous laisser produire. Et il y a eu pendant plusieurs années l'idée qu'il fallait décroître, il fallait une décroissance agricole parce que on prélevait trop de ressources sur la terre, on allait prendre trop d'eau, on allait produire du carbone ou du méthane, on allait abîmer la terre. Enfin, ces idées folles qui contestent la légitimité de la production agricole. Et ça, c'est très grave. Et vous voyez, au Salon de l'agriculture, qui a été mon premier salon de l'agriculture comme ministre, j'ai assisté depuis des années à tous les salons de l'agriculture, mais celui-là, il avait une saveur particulière. J'ai été ministre. Je suis restée continuellement 1 semaine au salon. Ce salon, pour moi, c'était un moment extraordinaire. D'abord parce qu'il venait après une longue période de colère, de crise, et que tout le monde aspirait à un salon qui se passe bien, où les Français puissent venir nombreux au salon sans qu'il y ait de la colère et sans qu'on ait besoin de faire entrer des CRS dans le salon. J'ai fait un discours parce que le ministre de l'Agriculture au salon, il doit dire quelque chose aux agriculteurs. Il n'est pas seulement là pour serrer des mains et flatter des vaches. Non, il faut qu'il dise des choses qui ont du sens. Et dans le discours que j'ai prononcé, j'ai évoqué cette question de la production. Oui, les agriculteurs, vous avez le droit de produire. C'est même la raison d'être de votre métier. Et on n'a pas le droit de vous contester cela. Et vous êtes là pour faire la chose la plus noble qui soit, nourrir les Français. Et donc cet appel, dans ce sentiment qu'ont exprimé les agriculteurs, il y a un appel à reconnaissance. Reconnaissez-nous pour ce que nous savons faire. Vous nous avez demandé, au moment de la révolution industrielle, de quitter nos campagnes pour aller dans les usines, on l'a fait. Ensuite, la population a progressé, vous nous avez demandé de produire plus pour nourrir la population. Au moment du baby-boom, nous l'avons fait. Ensuite, vous nous avez demandé de produire autrement pour s'adapter aux impératifs de respect de l'environnement. Nous le faisons. En fait, le monde agricole, il est extraordinairement adaptable aux demandes des Français. Mais il faut qu'ils soient reconnus pour ça. Et donc, il faut qu'on reconnaisse qu'ils font les choses bien, qu'ils produisent en respectant la nature qui est leur outil de travail. Et moi, je veux être leur voix. C'est sûr qu'il manque de reconnaissance, mais la reconnaissance, ça ne donne pas à manger, malheureusement. Mais il y a aussi une question de revenus. J'ai le sentiment qu'ils ont l'impression que rien ne bouge. En tout cas, dans leur ferme, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'annonces successives, mais concrètement, il y a rien qui change. C'est un peu une difficulté. Ils ont exprimé leur colère en début d'année et ils ont demandé des choses précises. Ils ont demandé l'allègement fiscal sur le gasoil non routier, le GNR. Ils ont demandé des dispositifs fiscaux pour le TODE. Ils ont demandé des dispositifs fiscaux pour l'installation des JA. Bref, ils ont demandé de la simplification. C'est un dossier sur lequel je travaille beaucoup. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai dit on doit honorer ses engagements. Ça a été mon premier travail. Comment on honore ses engagements. Et le premier budget que j'ai eu à travailler, j'ai veillé à ce que ces engagements soient remplis. Donc, ils ne peuvent pas dire que rien ne bouge. J'ai obtenu du budget presque 1 demi-milliard d'allègement de charges sociales et fiscales. Alors,
Vous savez, le revenu des agriculteurs, parce que c'est ça quand même le nerf de la guerre, il faut gagner sa vie. Et là, tout dépend des filières et tout dépend. Le revenu des agriculteurs, c'est plusieurs choses. C'est d'abord accéder aux moyens de production. La terre, il faut pouvoir avoir de la terre, il faut de l'eau. Et dans certains territoires, c'est très difficile. Je pense en particulier à l'Occitanie. Mes déplacements en Occitanie m'ont énormément bouleversée, parce que j'ai vu ce que c'était que la conséquence du manque d'eau. Et troisièmement, il faut des protections. Protection pour protéger ces cheptels quand ils sont attaqués par des maladies, protéger ces productions végétales quand vous avez des ravageurs, des insectes, des adventices, etc. Donc il faut des moyens de production. La terre, l'eau, les outils de protection. Deuxièmement, il faut des allègements de charges. Donc ça, c'est extrêmement important. Et puis quand le ciel nous aide, c'est mieux. Et la dernière chose, il faut des prix. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait avec Egalim. Il faut protéger la matière première agricole. On ne peut pas vendre à perte, c'est pas possible. Et Egalim protège de la vente à perte. Mais vous voyez, pendant la crise, les agriculteurs avaient besoin de crier leur colère. Pendant la période des élections de chambre, ils avaient besoin de dire « ça va mal et nous, on est les meilleurs pour défendre les agriculteurs ». Oui, je fais une aparté puisque les FNSEA et JA ont perdu 14 chambres au profil de la coordination rurale. Mais j'ai dit aux agriculteurs, il y a un moment, il faut que vous soyez en capacité de tenir un discours positif. Sinon, vous allez décourager les jeunes. Il faut dire aux jeunes, allez vers l'agriculture. Dans certaines filières, c'est extrêmement difficile. Je pense aux viticulteurs, les jeunes viticulteurs en bavent beaucoup. Mais il faut pouvoir dire aux jeunes, là où il y a de la production et du rendement et du revenu, il faut leur dire, oui, vous pouvez aller dans les métiers agricoles, parce qu'il y a d'abord, c'est des métiers qui ont un sens. Travailler au contact de la nature, c'est quelque chose qui donne du sens à la vie. Il y a aussi des filières où il y a du revenu, il faut pouvoir le dire, parce que sinon on va les décourager et on a besoin... Une sorte de schizophrénie du monde agricole, entre avoir une communication positive et à la fois faire savoir que ça ne va pas pour obtenir des améliorations. Oui, et puis quand même les revenus agricoles ont baissé, on le sait, en 2024. Mais il faut pouvoir encourager les jeunes. Et les jeunes, ils sont nombreux dans les établissements agricoles. Oui, on en reparlera. Vous parlez de communication positive, il faut une communication cohérente aussi. Oui. Là-dessus, est-ce que vous pensez, on vous l'avait dit, les élections en chambre ont été une remise en cause syndicale. Est-ce que les syndicats jouent encore leur rôle aujourd'hui pour répondre aux attentes du terrain? Est-ce qu'il faut qu'ils se remettent en question? Il faut toujours se remettre en question. Les politiques doivent se remettre en question, les syndicats aussi, évidemment. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que les syndicats sont ce qu'on appelle des corps intermédiaires. On a besoin des syndicats. C'est très important, l'engagement syndical. Et moi, je veux saluer l'engagement des syndicalistes parce qu'ils donnent de leur temps, bénévolement. Moi, j'ai besoin des syndicats et je les reçois tous. Vous savez, ils sont 5. Donc, FNSEA, JA, Coordination rurale, Confédération paysanne et MEDEF. J'ai toujours travaillé avec les 5. Je n'en exclus aucun. Je les considère vraiment de façon très respectueuse parce que je respecte l'engagement syndical et on a besoin des corps intermédiaires. Ils sont le lien entre la base et les pouvoirs publics et donc le ministère. Mais il faut bien reconnaître que les syndicats ne font pas toujours recette et qu'il y a beaucoup plus d'agriculteurs qui ne sont pas syndiqués que d'agriculteurs qui sont syndiqués. Alors évidemment, il y a eu des changements aux dernières élections parce que la colère, elle a trouvé des modes d'expression diversifiés. Mais en tout cas, pour moi, ce sont des interlocuteurs essentiels. Pas facile, exigeant, mais essentiels. Pour revenir sur la question du revenu des agriculteurs, il y a une condition que vous n'avez pas soumise aussi, c'est d'avoir un marché concurrentiel qui soit équitable. Aujourd'hui, l'international a beaucoup d'impact. J'aimerais vous faire écouter le vocal de Éric Coutan, qui est producteur de volailles en Vendée et qui est particulièrement impacté, la filière volaille, vous le savez, par l'international. Bonjour Madame le Ministre, Éric Coutan, producteur de volailles en Vendée. À l'heure où un poulet sur 2 est importé de l'étranger avec des conditions réglementaires, je pense aux ICPE particulièrement, et des coûts de production bien moins élevés liés à l'utilisation de produits non autorisés en France, que comptez-vous faire pour nous redonner de la compétitivité ?
Alors merci Eric pour cette question. Moi j'ai fait de la souveraineté alimentaire vraiment un phare dans mes engagements. Reconquérir la souveraineté alimentaire, c'est d'ailleurs l'intitulé de mon ministère. Et je lance avant l'été la grande action en faveur de la reconquête de la souveraineté alimentaire. C'est un plan d'action vraiment que je veux monter avec les filières. La volaille, c'est un exemple, mais vraiment caractéristique de la déperdition de souveraineté alimentaire qu'on a eue. En 2000, on était autosuffisant à 149%. C'est-à-dire que non seulement on nourrissait la population française en poulet, en volaille, mais en plus, on pouvait en exporter. Et aujourd'hui, il a raison, Eric, de dire un poulet sur 2 consommé en France n'est pas élevé en France. Et quand on est dans la restauration hors domicile, c'est 80% du poulet qui n'est pas français. Et en plus, les Français mangent de plus en plus de poulet. C'est une protéine qui est facile à cuisiner, qui est pas chère, qui est moins chère. Donc moi, j'ai fait de la reconquête de la souveraineté en volaille vraiment une piste. Et on sait ce qu'il faut faire. Il faut construire un poulailler par an et par département pendant 5 ans. Ça devrait quand même pas être insurmontable, mais il y a des freins. D'abord, les importations d'une concurrence qui n'est pas toujours loyale. Il a raison de dire qu'on importe du poulet qui est produit avec des substances qui ne sont pas autorisées au niveau européen ou chez nous. C'est du poulet brésilien, par exemple. Donc là, il faut davantage de contrôle. Ça, c'est impératif. Et moi, je considère qu'en matière de contrôle, l'Union européenne n'est pas au rendez-vous et qu'on doit améliorer les contrôles aux frontières de l'Europe. On a une concurrence au niveau de l'Union européenne. Le poulet polonais est très présent sur les marchés français. Et puis, on a des normes qui sont beaucoup plus contraignantes en France qu'au niveau de l'Union européenne. Il évoque les ICPE, c'est-à-dire les installations classées pour l'élevage, qui sont beaucoup plus contraignantes, et on est en train d'essayer de lever ces freins. Il y a un texte qui est en ce moment à l'étude à l'Assemblée nationale, qui est un texte issu des sénateurs Duplon et Menonville, qui vise à lever les entraves qui pèsent sur l'agriculture. Et il y a une disposition sur les ICPE, sur les installations classées, pour que ce ne soit pas la croix et la bannière pour installer un bâtiment d'élevage. Et puis, il faut que les Français soient raisonnables. Ils ne veulent plus qu'on installe de bâtiments d'élevage en prétendant que c'est du mal-être animal, mais il faut qu'ils aillent au contact des agriculteurs pour que les agriculteurs leur expliquent la réalité des choses. C'est pas parce qu'on élève des poulets qu'on les maltraite. C'est pas parce qu'on élève des vaches qu'on les maltraite. L'élevage, ça fait partie de la vie et c'est indispensable pour l'alimentation des Français. Pour les enfants, il faut leur donner de la viande aux enfants. Pas que de la viande, mais aussi de la viande. Moi, je suis frappée de voir à quel point les Français sont devenus méfiants à l'égard de la consommation de la viande. Ça n'a aucun sens. Donc, tout ça, c'est un énorme problème et moi, je veux m'y attaquer. Je veux que dans quelques années, on puisse dire, maintenant, on est plus autonome en production de poulet qu'on ne l'est aujourd'hui. Vous avez évoqué plein de points sur lesquels j'aimerais rebondir, mais on va faire les choses les unes après les autres. Déjà, est-ce qu'à un moment, on n'a pas manqué de transparence auprès des agriculteurs, notamment au moment de l'élargissement de l'Union européenne et dans les années 2000, quand on a intensifié les accords de libre-échange, pour leur dire voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui va se passer, et une partie de vous seront sacrifiés, je mets des guillemets, mais ça a été quand même un peu ça. Et voilà pourquoi on a raison de le faire, pour X ou Y raison sur l'Union européenne. Mais est-ce qu'il n'y a pas manqué d'un discours de vérité à un moment ? J'ai le sentiment qu'il y a eu un double discours entre le national et après les négociations qui se faisaient à Bruxelles. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas, finalement pas assez assumé auprès des agriculteurs, notamment ces accords de libre-échange ? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur l'Union européenne. La politique agricole commune, c'est la première politique européenne. Quand vous regardez les aides que touchent les agriculteurs, c'est très important, les aides européennes. Donc, c'est une politique
d'avenir, la politique agricole commune. Et puis, elle est commune, donc c'est très important pour pouvoir affronter les défis communs. Par exemple, le réchauffement climatique, par exemple, la recherche des vaccins pour protéger nos animaux, par exemple, les règles communes de marché. Donc, il y a beaucoup de choses positives dans la politique agricole commune. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, hein. Alors, sur les accords de libre-échange, quand on commerce, le commerce avec d'autres pays, c'est pas mauvais en soi. Il faut que ce soit équilibré. Par exemple, sur les vins et spiritueux, on commerce avec des tas de pays et c'est très utile. Et d'ailleurs, on voit avec les taxes Trump ou les taxes chinoises, quand on ne peut plus commercer avec des pays étrangers, c'est très préjudiciable à l'agriculture française. On exporte du cochon en Chine, ils nous achètent ce qu'on ne consomme pas en France, les oreilles, les queues de cochon. Nous, on n'en fait rien en France. Les Chinois en sont friands. Ça contribue à l'équilibre économique de la filière. Donc les accords de libre-échange ne sont pas mauvais en soi. Simplement, quand on conclut des accords de libre-échange, ce que je ne veux pas, c'est que l'agriculture soit une variable d'ajustement. C'est ce que l'on vit avec les pays, l'accord avec les pays du Mercosur. Et c'est pour ça que je me bats. Et d'ailleurs, cette semaine, je serai en Autriche et en Hongrie pour rencontrer mes homologues, pour leur dire « Tenez bon, il faut s'opposer à l'accord tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a été signé à Montevideo, ce projet d'accord, parce que ça n'est pas encore un accord. Il faut se battre, et je me bats aux côtés des agriculteurs, parce que ce projet d'accord, il sera peut-être bon pour le vin, pour les spiritueux, mais il sera mauvais pour la volaille, pour le bœuf, pour le sucre, pour l'éthanol. Et ce sont toujours les filières d'élevage qui sont touchées dans les accords de libre-échange. Quand on a conclu les accords avec la Nouvelle-Zélande, ça a porté un coup terrible à la filière ovine, les agneaux. Parce qu'on importe beaucoup d'agneaux néo-zélandais, mais on importe aussi beaucoup d'agneaux irlandais. Le principal vecteur de concurrence aujourd'hui agricole, c'est au sein de l'Union européenne. Vous avez raison. Donc, ce que demandent les filières, c'est d'être plus compétitives. Et pour être plus compétitive, il faut de la simplification. C'est fondamental. Notre pays, la France, est malade de la complexité. Voilà. Et moi, je veux simplifier. Vous savez, la première mesure que j'ai prise, ce que c'est le contrôle administratif unique. Et j'ai dit, c'est la première pierre de simplification. Mais qu'est-ce que c'est dur de simplifier ? Qu'est-ce que c'est facile de complexifier ? Qu'est-ce que c'est dur de simplifier ? Donc j'y vais opiniâtrement, jour après jour, je veux simplifier la vie des agriculteurs. Est-ce que aujourd'hui, vous avez encore une marge de manœuvre à l'échelle nationale ? Parce que quand on voit tout ce qui se passe à l'international, la PAC qui se décide à Bruxelles, les accords de libre-échange avec le Mercosur, Trump qui remet en cause les politiques commerciales, on a le sentiment que les clés de l'agriculture française, plus ça va, plus elles se situent à l'extérieur de nos frontières. Est-ce que vous avez encore une marge de manœuvre pour agir au gouvernement français ? Alors, oui, je vais vous dire, vous voyez, cette semaine, je rencontre les autorités chinoises sur la question du cognac et de l'armagnac, parce qu'ils ont mis des taxes qui nous empêchent de commercer sur un produit phare, en plus qui est un magnifique produit de l'agriculture française et qui est apprécié dans le monde entier. Donc il faut négocier pied à pied. Avec Trump, c'est pareil. Il fallait un rapport de force pour dire à Trump, on ne vous laissera pas faire sans se défendre. Et puis, lorsque je rencontre mes homologues ministres de l'Agriculture, on discute. Et vous voyez, lors des dernières discussions qu'on a eues avec les ministres de l'Agriculture européens, j'ai découvert avec une immense satisfaction qu'on était d'accord sur les orientations de la prochaine PAC. Un cadre financier qui réponde aux enjeux, un besoin de simplification, conserver nos deux piliers, notamment le premier pilier dédié aux revenus, l'importance de soutenir l'installation des jeunes, l'importance de la vie rurale. Tout ça, on le partage avec l'ensemble des ministres. Et tous les ministres, quand ils sont tous d'accord, ils peuvent peser au niveau européen. Du moins, c'est ce que j'espère et c'est dans ce sens-là que je me battrai. C'est ce qu'on souhaite. Vous avez parlé de souveraineté alimentaire aussi. Une chose importante aussi, c'est de l'information de l'origine des produits auprès des consommateurs. Là, je ne vais pas poser la question. Moi, je vais laisser Patrick Larère, producteur de carottes dans les Landes, la poser parce qu'il a tout dit et très bien dit. Je vous laisse écouter.
Bonjour Madame la Ministre, je suis Patrick Larrea, producteur de légumes dans les Landes. Je produis notamment des carottes. Ma question concerne des sujets de souveraineté alimentaire. Comme beaucoup, je pense que la seule personne capable de sauver la culture française, c'est à travers son acte d'achat, qui est un droit de vote, c'est le consommateur. À travers trois exemples concrets qui sont aujourd'hui, à mes yeux, déficients, je vous expose ma vision des choses. L'idée, c'est que vous me disiez où en est le gouvernement sur ces sujets-là. Premièrement, les produits transformés. Aujourd'hui, quand vous allez dans un supermarché, tous les produits frais traditionnels sont tracés par l'étiquetage. Par contre, au niveau des produits transformés, c'est l'omerta. La traçabilité européenne n'impose pas la traçabilité des produits principaux et en dehors de certaines initiatives, on ne connaît pas l'origine des produits. Et il se trouve que c'est là essentiellement que le bât blesse. Le deuxième cas, c'est qu'il y a une présence exacerbée de francisation sur les marchés avec des produits qui sont pré-tracés, des opérateurs qui sont passés pour des producteurs. Pourquoi n'y a-t-il pas plus de contrôle? Troisième sujet, restauration. En restauration, ce qu'on retrouve, c'est aujourd'hui des restaurateurs qui vont vraiment jouer le jeu, s'approvisionner en produits locaux, etc. etc. Et c'est là, on peut les considérer exemplaires. Mais aujourd'hui, une très grande majorité ne trace pas les produits. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant que Français, on n'impose pas de savoir ce qu'on mange? Donc, que compte faire le gouvernement? Quelle est votre position par rapport à ça, Madame la Ministre? Merci. Bien, d'abord, merci pour cette question. La magnifique carotte des Landes, bravo à vous. Et en plus, c'est un des légumes les plus consommés par les Français, hein. Donc, plusieurs choses dans ce que vous avez dit. Bien sûr, vous posez la question de l'origine. Elle est très fondamentale, cette question. Et en plus, elle correspond à quelque chose qui a du sens pour les Français. Les Français, quand ils achètent des produits français, ils ont le sentiment d'avoir accès à de bons produits, hein. Vous évoquez un sujet sur lequel je me suis penchée, la question des contrôles. On a fait avec ma collègue ministre du Commerce, Véronique Louwagie, on a fait une visite dans un supermarché et on a regardé l'origine des produits qui étaient présentés. Parce que la grande distribution a une responsabilité immense en la matière. Et c'est vrai que sur le produit frais, on a pu constater, on avait prévenu tardivement, donc ils n'avaient pas organisé une présentation pour notre venue. Mais on a pu constater quand même que sur le rayon fruits et légumes, les produits français étaient très bien mis en valeur. Le sujet est le produit transformé. Et vous avez raison. Parce que c'est vrai que c'est fou qu'on ne puisse pas savoir l'origine de la viande, que Exactement. ce soit dans les supermarchés ou, comme il a dit, au restaurant, en fait, ou là où on consomme Oui. de plus en plus à Oui. l'extérieur, et que là-dessus, il n'y ait aucune obligation de Oui. dire d'où vient la viande. Oui, il y a effectivement beaucoup d'initiatives qui sont prises ou qui vont être prises pour pouvoir cibler l'origine, par exemple dans les produits transformés, l'origine des 3 principaux composants du produit transformé, pour qu'on sache d'où ça vient. Si c'est une purée de carottes, eh ben, il faut qu'on puisse savoir d'où viennent les carottes. Et moi, j'alerte aussi les industries agroalimentaires sur les produits MD, ce qu'on appelle les MDD, hein, les marques distributeurs. Quelquefois, les transformateurs, pour abaisser le prix, demandent un sourcing étranger. Ça, c'est pas bien. Patrick a tout à fait raison de revendiquer la mention de l'origine des produits sur les produits transformés. Un mot sur la francisation. Parce que ça, c'est une tromperie du consommateur. C'est-à-dire que le produit, il est étranger et il devient français quand il passe la frontière. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est un mensonge, c'est une tromperie du consommateur et c'est un acte délictueux. On n'a pas le droit de prétendre français un produit qui ne l'est pas. Et là, encore, la question du contrôle est fondamentale. Très bien, j'aurais adoré creuser encore plus, mais il nous reste 15 minutes pour parler de 2 thèmes qui sont essentiels. Donc on va passer à la suite. Le premier, c'est le renouvellement des générations. Pour garder une agriculture compétitive, il faut garder une agriculture tout court. Et donc des agriculteurs, la baisse, elle est drastique, hein, 1,6 million d'agriculteurs en 82. Aujourd'hui, ils sont 496 000 à être chefs d'exploitation. Je vais vous faire écouter le vocal de Achille, qui est en lycée agricole. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Achilles Barrère, j'ai 16 ans, je suis actuellement en terminale générale au lycée agricole de Dax dans les Landes. Je suis tombé par hasard à l'âge de mes 10 ans dans l'agriculture et j'en suis devenu passionné. J'aurais rêvé pouvoir m'installer car j'ai notamment un voisin qui a une exploitation agricole de vaches à viande
et qui n'a pas de repreneur. Mais aujourd'hui, il me semble très difficile de pouvoir s'installer car on sait qu'il faut en moyenne entre 800 000 et 1 million d'euros pour acheter une exploitation entière. Les banques, il est très difficile qu'elles acceptent de prêter un tel montant. Et surtout, on sait qu'il faut en moyenne 5 à 6 ans pour se tirer un salaire digne de ce nom, c'est-à-dire un SMIC. Voilà, il me paraît difficile de pouvoir m'installer malgré que j'en rêve. Donc voilà, pour savoir s'il y aurait des solutions à apporter à cette problématique-là. D'abord, merci Achille pour le mot que vous avez prononcé, le mot de passion. Parce que l'agriculture, c'est un domaine où il y a beaucoup de passion. Moi, je le vois chez moi. Je vois bien les jeunes qui fréquentent les comices. Il y a de la passion. Et cette passion, c'est un moteur, une clé. Mais il y a un enjeu fondamental de renouvellement des générations, puisqu'on sait que dans les 10 ans qui viennent, un agriculteur sur 2 partira en retraite. Alors, Achille évoque la question de l'accès au foncier. Je vous disais, dans les revenus, il faut accéder aux moyens de production et l'accès à la terre. C'est triste d'avoir des jeunes passionnés qui ne peuvent pas s'installer, c'est du Et en gâchis, plus, alors qu'on en a besoin. À côté d'un cédant qui n'a pas de repreneur. Donc là, normalement, il y a toutes les conditions qui sont remplies pour que le jeune puisse s'installer. Donc là, il faut réfléchir avec la profession. Il est sûr que quand vous faites des emprunts à une telle hauteur, c'est considérable et que tout le monde n'y a pas accès. D'autant que de plus en plus, les jeunes qui s'installent en agriculture ne sont pas forcément dans le cadre familial. En l'occurrence, Achille est hors cadre, voilà. Effectivement. Donc, quand vous êtes hors cadre, vous n'avez pas forcément des parents qui peuvent donner le coup de main, qui peuvent... Donc là, il faut qu'on réfléchisse. Tout ne passe pas forcément par l'acquisition. Pour une installation, il y a 2 parties. Il y a le cédant et le repreneur. Donc, il faut qu'on travaille à la fois sur le cédant pour qu'il ait intérêt à céder et sur le repreneur pour qu'il trouve les moyens à la fois de reprendre une exploitation, mais de pouvoir vivre aussi. Parce que vous ne pouvez pas rester 5 ans sans vous sortir un revenu. Il faut pouvoir vivre. Les jeunes ont envie de fonder une famille, de pouvoir vivre aussi comme tous les jeunes de leur âge. Donc là, ça, c'est une priorité. Alors, dans la LOA, la loi d'orientation agricole, il y a beaucoup de dispositions qui concernent l'installation. Il y a un guichet unique, France Service Agriculture, qui pourra vraiment recevoir les jeunes pour étudier avec eux leurs projets. Parce que si l'acquisition n'est pas possible, comment on peut faire autrement ? Il faut imaginer des dispositifs alternatifs à l'acquisition quand le jeune n'a pas les moyens d'acquérir. Donc il y a aussi le statut du fermage. Il faut sans doute étudier des évolutions en la matière pour permettre aux jeunes de s'installer. Autre question très liée sur les formations agricoles. Je vais vous faire écouter le vocal de Emeline. Bonjour Madame la Ministre, je m'appelle Emeline Benz, je suis maraîchère bio au GAEC Ferme-la-Porte en Sud-Gironde. Moi, je me questionne pas mal sur la difficulté pour les centres de formation agricole à remplir leurs effectifs, que ce soit les CFA ou les MFR. Et je me demande si c'est par manque d'intérêt pour les métiers agricoles ou alors si c'est un problème pour se reconvertir et avoir des aides à la formation, ou encore si les gens se disent qu'ils vont pouvoir s'installer en agriculture sans être formés. Dans les 3 cas, c'est assez inquiétant pour le renouvellement des générations. Voilà, et je me demandais ce que vous en pensiez et comment votre ministère étudiait ces questions et ces problématiques. Merci beaucoup. Merci Emeline, merci d'évoquer la question de la formation qui est fondamentale. Moi je crois qu'il faut être formé au métier de l'agriculture, comme dans tous les métiers, parce qu'être formé, surtout pour des métiers qui sont devenus quand même très techniques, avec le réchauffement climatique, avec les exigences environnementales. Elle est installée en bio, donc il y a des techniques agronomiques qu'il faut savoir maîtriser quand on est en agriculture biologique. Donc ça veut dire qu'il faut une formation pour ça, pour produire autrement. Et l'agriculture biologique est une grande agriculture et c'est une grande politique de mon ministère que je soutiens et que j'encourage, qui connaît des difficultés de marché aujourd'hui, mais on ne remettra pas en cause évidemment tout ce que l'agriculture biologique apporte à l'agriculture française. Donc pour tout ça, il faut de la formation, c'est très important. Et dans la loi d'orientation agricole, il y a un grand volet formation. On a instauré une 6e mission
de l'enseignement agricole, qui est dédié à la transition climatique et environnementale. Parce qu'on sait qu'avec le réchauffement climatique, avec les attentes de la société, avec l'interdiction de certains produits phytosanitaires, avec la bonne connaissance qu'on a aujourd'hui du travail du sol, il faut protéger nos sols aussi. Le sol en agriculture, c'est une richesse fondamentale. Donc pour tout ça, il y a une 6e mission de l'enseignement agricole qui a été créée pour former nos jeunes à toutes ces transitions climatiques et environnementales. Et pour ça, il faut les former sérieusement. Et moi, je voudrais dire à Emeline que dans les lycées agricoles, il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés. On a des effectifs en croissance et ça, c'est encourageant. Et justement, on arrive à la dernière partie, c'est le réchauffement climatique notamment. Vous parlez du bio. On voit qu'on a demandé aux agriculteurs une agriculture plus durable. Il y a 5 ans, ils sont nombreux à s'être convertis en bio. Aujourd'hui, le fait est que le bio ne trouve pas son marché, que le consommateur n'est pas prêt à payer pour ça et beaucoup se déconvertissent maintenant. Dans ce contexte-là où le consommateur n'est pas prêt à mettre plus pour une agriculture plus durable, comment on peut réussir à concilier production et respect de l'environnement ? Alors moi, je pense qu'on ne peut pas opposer agriculture et environnement. Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes agriculteurs sont très attentifs à produire de façon respectueuse. On vient de faire le bilan au bout d'1 an du plan éco-phyto. C'est un plan qui vise d'ici quelques années à diminuer de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires. C'est un plan que je fais mien et qui produit son effet. Simplement, l'agriculture biologique, elle connaît des difficultés, vous l'avez dit, en raison d'un marché qui est un peu faiblard, il faut bien le dire. Il y a eu le Covid, il y a eu Mais ma question, l'inflation. c'est au-delà du bio, c'est si le consommateur n'est pas prêt à payer, comment on va réussir à concilier les enjeux ? Tout à fait. Le consommateur à la clé. Le consommateur à la clé, d'abord, acheter en regardant ce qu'on achète, acheter ce qu'il faut sans gaspiller. Moi, je suis frappée de voir qu'on gaspille beaucoup d'alimentation qu'on achète. Si on gaspillait moins, on pourrait se permettre d'acheter des produits de qualité, des produits de la qualité française. Donc, les cantines ont un rôle très important en matière d'éducation à l'alimentation. Moi, je pense que d'abord, l'agriculture, les produits de l'agriculture française sont pas par construction plus chers que d'autres, forcément. Moi, je dis aux producteurs français, vous voyez, je reprends l'exemple de la volaille. On est allé beaucoup sur le haut de gamme. Il faut aussi que les éleveurs de poulets reconquièrent le cœur de gamme, l'entrée de gamme. Ils savent faire, nos agriculteurs. Ils savent produire du poulet de qualité qui soit d'entrée de gamme ou de cœur de gamme, sans qu'on soit obligé d'aller le chercher au Brésil ou en Pologne. Sauf qu'ils ne sauront pas faire moins cher que le produit brésilien. En tout cas, si on fait des contrôles à l'entrée de l'Union européenne pour interdire des productions qui sont faites avec des traitements qu'on a interdits chez nous, on n'aura pas cette concurrence-là. Et puis, encore une fois, la simplification, elle est faite pour alléger aussi les coûts de production. Et puis, Egalim garantit quand même. Egalim, c'est fait pour protéger la matière première agricole qui ne peut pas être vendue à perte, qui ne doit pas être vendue à perte. Et aujourd'hui, on a des prix rémunérateurs sur le lait, où il y a une grosse demande, le marché est tonique. Sur la viande, le porc, le bœuf ont des prix rémunérateurs, l'œuf, on est autosuffisant en œufs, donc tout n'est pas catastrophique, bien sûr. Mais la clé, vous avez raison, c'est le consommateur. Acheter, c'est ce que disait tout à l'heure Patrick, acheter, c'est voter. Profondément, je le crois. Une autre clé, c'est l'accès à l'eau. Je vous fais écouter le vocal de David. Bonjour Madame la Ministre. David, exploitant céréalier en Charente-Maritime. Depuis plus de 20 ans, aucune réserve n'est sortie de terre suite aux attaques des projets, imposant de fait des baisses importantes de volume prélevables aux irrigants. Pourquoi l'État reste sans réaction et que compte-t-il faire ? Merci. Alors, merci David pour cette question sur l'eau. Lorsque je suis arrivée, je suis allée assez rapidement en Occitanie. J'ai été bouleversée, je dis bien bouleversée par le témoignage d'un viticulteur et d'un arboriculteur
qui voyait, alors pour l'arboriculteur, son verger était mort de soif. Et le viticulteur, j'ai cheminé avec lui entre ses rangs de vignes et les vignes étaient toutes desséchées. C'est à pleurer parce qu'on refuse aux agriculteurs l'accès à l'eau. Oui, de stocker l'eau quand il y en a trop pour l'utiliser quand il avec y en a les masses... D'un point de vue extérieur, ça paraît... Non, mais avec les masses d'eau qui sont tombées cette année, on aurait on pu va encore manquer d'eau. On va encore manquer d'eau. Je trouve que ça, c'est vraiment criminel, quoi. Et moi, je dis à tous les bien-pensants d'une écologie qui est dévoyée, parce qu'il y a une bonne écologie. C'est l'écologie qui vise à rendre compatible la production agricole avec le respect de l'environnement. Et puis il y a une écologie idéologique qui veut interdire aux agriculteurs les moyens de protéger leur culture et leur bétail et les moyens d'accéder à l'eau. Justement, comment accélérer du coup ces projets de réserve D'abord, quand souvent, vous l'avez dit, c'est des projets qui sont votés de manière collective et oui, qui ont passé tout un tas d'autorisations et qui sont bloqués parce qu'une minorité l'en empêche. Tout à fait. D'abord, il faut dire que l'État déploie des politiques qui aident à financer le stockage de l'eau, parce que tous les stockages de l'eau ne sont pas interdits. Ensuite, il faut donner les moyens juridiques aux agriculteurs de stocker l'eau. C'est l'objet du texte qui est actuellement à l'étude. Mais la première chose qu'a fait la Commission du développement durable à l'Assemblée nationale, c'est de supprimer les mesures qui facilitaient le stockage de l'eau. Donc ça, c'est scandaleux. J'espère qu'on pourra le rétablir dans l'examen de la loi. Moi, je dis à tous ceux qui veulent empêcher les agriculteurs d'accéder à l'eau, mais ce que vous faites est criminel puisque vous empêchez les agriculteurs de produire de l'alimentation. Ça veut dire que vous nous mettez en dépendance de production étrangère. Est-ce que ça, c'est être un citoyen responsable que de faire ça? Et écologique. Justement, et ça sera le dernier vocal d'agriculteurs, il y a une opposition forte aujourd'hui entre agriculture et écologie. J'aimerais qu'on écoute Olivier Morin là-dessus. Bonjour Madame la Ministre. Olivier Morin, éleveur transhumant dans le Béarn, président de l'organisme de sélection des races de brebis laitières des Pyrénées et membre très actif du CORAM. L'agriculture et l'élevage en particulier font face à de nombreuses attaques et ce depuis de nombreuses années. Environnementalistes, antispécistes, pro-prédateurs, loups ou ours, auxquels il faut maintenant ajouter l'administration, en partie infiltrée par des militants. Les conséquences morales sont lourdes. Insultes, menaces. Heureusement, la plupart du temps sur les réseaux sociaux, mais pas que, de plus en plus sur le terrain. Tout cela est soutenu et encouragé par une propagande puissante financièrement et de fait médiatiquement. Les associations environnementalistes bénéficient de rescrits fiscaux acquis la plupart du temps dès leur création. Ne pourrait-on pas doter les associations agricoles des mêmes armes ? Alors, bien sûr, vous êtes éleveur, je connais bien le CORAM, je les ai reçus au ministère, je les ai visités au salon, vous faites un travail formidable sur ces races de montagne et pour les préserver. La France est un immense pays d'élevage, probablement le plus grand pays d'élevage en Europe et même au monde, par la variété de ses races, par la qualité de sa génétique, par la qualité de ses productions. Et l'élevage, ce sont des prairies, c'est de l'agriculture extensive, c'est de la captation de carbone, c'est du couvert végétal, c'est bon pour l'environnement. Et je crois qu'il faut le dire et le répéter. Et puis c'est bon pour l'alimentation des Français aussi. Je vois, comme notre éleveur, que effectivement il y a une attaque très organisée contre l'élevage et contre la production de viande et la consommation de viande. Je pense que ça doit être combattu pied à pied. Et effectivement, vous avez raison, il y a des minorités très agissantes qui veulent s'en prendre à votre métier et nous ne les laisserons pas faire. Sur la question du rescrit fiscal, je sais qu'à l'Assemblée nationale, au Parlement, beaucoup ont essayé, mais on ne peut pas à la fois encourager l'élevage et encourager fiscalement ceux qui le combattent et qui parfois commettent des actes délictueux. Enfin, je pense à ceux qui s'en sont pris, par exemple, aux coopératives porcines en Bretagne, qui ont commis des actes délictueux, qui ont mis le feu à des bâtiments. Donc ça doit être sévèrement combattu et j'ose espérer que ceux qui se sont rendus coupables de ces actes ne sont pas fiscalement encouragés parce qu'alors là, véritablement, on marcherait sur la tête.
C'est quand même terrible qu'on en soit arrivé à une telle opposition entre agriculture et écologie dans le débat sociétal, parce que médiatiquement, c'est toujours globalement cette opposition qui est montrée. Est-ce qu'à un moment, vous avez espoir de renouer le dialogue et auprès du grand public, de faire entendre qu'agriculture et écologie, un ministre qui est passé précédemment sur le podcast disait les agriculteurs sont les premiers écologistes. Est-ce que vous pensez qu'on peut réussir à ce tour de force-là ? Alors moi, je pense que ce chemin est non seulement doit être emprunté, mais il est à l'œuvre quand même, parce que je vois beaucoup de jeunes agriculteurs qui ont des pratiques agronomiques différentes pour mieux protéger le sol, pour pouvoir améliorer les rendements. Je vois des agriculteurs, même s'ils ne sont pas en bio, qui diminuent le recours aux intrants phytosanitaires. Je vois des éleveurs qui pratiquent des systèmes de polyculture élevage pour être en autosuffisance alimentaire pour leur bétail. Il y a des tas d'initiatives qui sont prises pour montrer qu'on peut concilier agriculture et respect de l'environnement. Il y a tous les dispositifs aussi dimanche à la ferme ouverte, l'accueil à la ferme qui montre la réalité du métier d'agriculteur. Et puis au salon de l'agriculture, les Français se pressent nombreux pour visiter. Et c'est l'occasion de dialoguer, de dire mais les agriculteurs, ils respectent l'environnement, c'est leur outil de travail. Et ce sont des amoureux de la nature. L'écologie, c'est l'amour de la nature, mais un amour bien compris, qui n'empêche pas l'accès au milieu naturel. La nature, c'est la mère nourricière. Alma mater, disaient les anciens, la mère nourricière. Elle est faite pour nous nourrir et pour être respectée pour cela. Et je peux vous dire que les pratiques agricoles, elles progressent énormément. Ça n'a rien à voir, la production agricole, par rapport aux années 50, 60. Et j'ajoute que la recherche, la formation, la mécanisation, le machinisme agricole ont fait énormément de progrès pour concilier justement agriculture et respect de l'environnement. Donc il faut regarder les choses avec détermination. Il faut combattre ceux qui combattent l'agriculture, qui veulent s'en prendre aux agriculteurs. C'est un combat et il faut le mener. Et puis, il faut aussi encourager tout ce qui permet la réconciliation entre eux. Très bien. Et de tout ça, on en est toutes les deux convaincues. J'espère que la société le sera aussi très bientôt. Merci, Madame la Ministre, pour tout votre temps. C'était un plaisir. Plaisir partagé. Merci à tous nos interlocuteurs que je salue, que je remercie et que j'encourage. C'était chouette de préparer ça avec eux, en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.